Été 1943. Koursk. Une nouvelle arme vient de pulvériser toutes les doctrines anti-chars. Mais son histoire a commencé 6 mois plus tôt. Dans un marécage gelé, près de Leningrad, 18 janvier 1943. Au milieu du chaos de la retraite allemande, un char Tigre s'embourbe. Numéro de tourelle, 100. 502e bataillon de chars lourds. Le colosse de 56 tonnes s'enfonce dans la tourbe grasse. L'équipage amorce des charges explosives. Leur mission, le détruire. Mais l'infanterie soviétique arrive la première. Les soldats grimpent sur le blindé. Ils arrachent les charges et les jettent au loin. Une contre-attaque allemande tente de libérer le monstre captif. L'attaque échoue. Puis, une scène d'un désespoir total. 5 chars légers T-60 s'approchent. Leurs 20 mm de blindage contre les 100 du Tigre. Un blindage de carton. Un acte suicidaire. Ils accrochent des câbles aux géants. L'odeur de la tourbe. Le grincement métallique des câbles tendus à la limite de la rupture. Et le monstre bouge. Le même jour, les troupes soviétiques brisent le blocus de Leningrad. Mais ce trophée inattendu est peut-être plus important encore. Un deuxième Tigre, le numéro 121, est capturé quelques jours plus tard. En avril 1943, les 2 machines sont expédiées au polygone d'essai de Kubinka. Avril 1943. Au polygone de Kubinka, les trophées capturés sont soumis à l'épreuve du feu. On tire sur le Tigre avec tout ce que l'armée rouge possède. Le résultat est un verdict. Les obus de 76 mm des T-34 et des KV ricochent sur le blindage frontal, à n'importe quelle distance. C'est un échec total. Comment arrêter ce point d'acier si aucun char de série ne peut le percer? La réponse fut trouvée par accident. Pendant que les généraux observaient les projectiles rebondir, un désastre bien plus grand se déroulait à l'arrière. Dans les usines, des millions d'ouvriers assemblaient des milliers de T-34, des machines qui, en une seule journée, étaient devenues obsolètes. Les canons efficaces existent, le 85 mm anti-aérien, le 122 mm naval. Mais aucun n'est monté sur un châssis mobile. Puis, un tir change tout. Un obusier de 152 mm, le ML-20. Son projectile explosif frappe la tourelle du Tigre. L'obus ne perce pas le blindage. Il n'en a pas besoin. L'onde de choc arrache la structure de 11 tonnes de son embase. L'arme qui a résolu le problème est envoyée au front, en urgence. En juillet 1943, ce même canon de 152 mm part pour Koursk. Une improvisation temporaire pour la plus grande bataille de chars de l'histoire. La machine n'a pas un seul obus perforant, juste des projectiles à haut pouvoir explosif, conçus pour le béton. Le Su-152 tire, l'onde de choc frappe le blindage allemand, et la physique brute fait le reste. La tourelle est arrachée. À l'intérieur de l'automoteur, le rugissement du tir est assourdissant. Chaque détonation provoque des commotions. Le sang coule des oreilles et du nez de l'équipage. 24 machines, construites en 25 jours sur un châssis dépassé. Elles font face à des centaines de chars allemands. Une folie statistique. Mais une folie qui fonctionne. Les soldats lui donnent un nom, Zveroboy, le tueur de fauves. Ce n'était pas une légende de tranchée, pas un simple surnom. Le nom est devenu sa désignation honorifique officielle. Le prix de cette arme lourde a été payé par le sang. Bien avant Koursk, dès l'automne 1942, l'opération Uranus près de Stalingrad révèle une faille mortelle dans la machine de guerre soviétique. Pourquoi l'infanterie d'assaut se retrouvait-elle sans cesse à découvert? Les tracteurs manquaient. Les canons, désespérément lents, restaient loin derrière les chars et leurs équipages mouraient sans blindage en terrain ouvert. L'armée rouge avait besoin d'un blindé capable de détruire les bunkers au tir direct. Une idée que le constructeur Joseph Kotin mûrissait depuis l'hiver 1939 face à la ligne Mannerheim. Une première tentative avait déjà eu lieu, un désastre. Sur le papier, le char lourd KV-2 devait être une forteresse invincible. En réalité, il basculait à la moindre pente, son centre de gravité dangereusement élevé. Sa tourelle massive, haute comme un immeuble de 2 étages, en faisait une cible parfaite. La rotation manuelle de cette masse d'acier était un supplice lent, transformant ce cercueil ambulant en une cible immobile. Ce monstre mécanique était une impasse, une erreur payée par la vie de ses équipages. Sa production fut stoppée à l'usine Kirov en octobre 1941. Le front saignait. Il fallait une solution.
En décembre 1942, elle se trouvait sur les tables des ingénieurs évacués. 3 projets pour un canon d'assaut lourd. Le premier venait du concepteur Fyodor Petrov, son nom ZiG-20. Une machine puissante, trop puissante. Sa production était complexe, son poids frôlait les 48 tonnes. La direction de l'artillerie refusa. Les 2 autres variantes venaient du bureau SKB-2. Leur créateur, Lev Troyanov. Son projet n'était pas le meilleur, il était le plus rapide. Il pouvait être assemblé avec des pièces déjà sur les chaînes de montage. Dans une guerre totale, une machine parfaite pour demain est pire qu'une machine imparfaite pour aujourd'hui. Le choix était brutal et logique. Le 4 janvier 1943, Staline signa le décret du Comité d'État à la Défense. Le décret numéro 2692 déclenche une course contre la montre. Une course qui va essorer les ouvriers de Tcheliabinsk. Jusqu'à la dernière goutte. Comment créer un canon automoteur lourd en 3 semaines? En l'assemblant directement d'après des croquis, sans quitter la chaîne de montage. Les plans de travail partent aussitôt pour les ateliers de l'usine Kirov. Dans les ateliers glacés, les flashs aveuglants des arcs de soudure déchirent l'obscurité. Les plaques de blindage arrivent d'un bâtiment voisin. La soudure sur le châssis du KV-1 commence le jour même. Le moteur, la transmission, les barres de torsion. Tout est installé sans la moindre interruption, dans un effort inhumain. Les hommes dorment près des machines, ils ne s'arrêtent pas. Le 24 janvier, l'assemblage est terminé. La machine reçoit son nom de code, objet 236. 20 jours pour créer une machine de 45 tonnes à partir de rien. Un processus qui, en temps de paix, exige 1 à 2 ans de tests et de validation. Le prototype, lui, sera déjà sur le champ de tir le lendemain. Du décret au prototype fini, 20 jours, mai 1943. Pour les 5 hommes d'équipage enfermés dans ces boîtes d'acier, chaque erreur transforme la machine en tombeau collectif. Leur première épreuve, le poids. 50 kg. C'est la masse d'un seul obus que le chargeur doit manipuler manuellement. Il le soulève à la force des bras, lutte pour l'enfoncer dans la culasse. Pendant ce temps, les 4 autres attendent. L'air est saturé par l'odeur âcre du gazole. 2 réservoirs de carburant sont installés juste à côté d'eux, dans le compartiment de combat. Une seule perforation et le blindé devient un crématorium. Comment survivre si votre char ne tire qu'un coup et demi par minute? L'équipage devait frapper juste, du premier coup. Car pendant les 40 secondes nécessaires pour recharger, le canon de 88 mm d'un Tigre allemand tirait 5 à 8 fois. L'arithmétique du combat était brutale. Le blindage frontal de 75 mm stoppait un obus anti-char moyen, mais le canon du Panzer IV le perçait à moyenne distance, celui du Tigre à longue distance. Sans mitrailleuse pour se défendre, chaque raté rapprochait l'équipage de la fin. En créant cette machine, les concepteurs n'ont laissé à l'équipage aucun droit à l'erreur. Ces conditions mortelles n'étaient pas une erreur, c'était un choix. La décision consciente des ingénieurs Kotin et Troyanov fut de rejeter toute ambition. Ne pas créer un nouveau véhicule, mais assembler 2 modèles existants avec un minimum de modifications, un compromis. Le châssis du KV-1 fut repris à l'identique, aucune modification. Pour l'armement, ils ont pris un obusier de siège, le ML-20, une pièce d'artillerie conçue pour être remorquée, pas pour être enfermée dans un blindé. À la place de la tourelle, une casemate soudée, basse, 2,30 m de hauteur, fixée directement sur l'ancien châssis. Ce canon n'était pas une nouveauté, c'était un héritage. L'héritage d'un projet de 1910 de la firme française Schneider, destiné à l'armée impériale russe. 30 ans de modernisation l'avaient rendu fiable, parfaitement maîtrisé en production. Un simple assemblage, rapide, économique. Le 14 février, le projet est validé. Le prix d'une unité est fixé, 265 000 roubles. Sur le papier, le plan est limpide. 75 machines pour le mois de mars. Mais à Tcheliabinsk, la réalité a un autre son, le son du chaos productif. Le comité de défense de l'État exige, mais les usines ne suivent pas. En février, sur les 30 véhicules prévus, l'usine n'en livre que 15. D'où venaient ces défauts, mortels pour les équipages? Les usines ne tenaient tout simplement pas la cadence, assemblant des dizaines de machines en quelques jours. L'usine numéro 200 de Tcheliabinsk est à genoux. Elle produit en même temps des T-34 et des KV-1S. Les ouvriers dorment près de leurs machines. L'épuisement mène inévitablement à des erreurs catastrophiques. Fin mars, le plan est sur le point d'échouer.
Alors commence la course. Durant les 3 derniers jours du mois, 67 machines sont assemblées. Des carcasses d'acier sans chenilles encombrent les cours. Le commissaire militaire Karonov accepte des dizaines de machines avec des défauts de fabrication évidents. Un problème est critique, l'hydraulique du canon. Les trous pour le remplissage du liquide de recul sont mal percés. Impossible de faire l'appoint. Le défaut est découvert loin du front. La solution est brutale. Des étincelles aveuglantes, le sifflement des chalumeaux à gaz. Les techniciens découpent et ressoudent sur place. En mai, la situation devient critique. L'usine numéro 200 n'a livré que 28 châssis. En 3 semaines, seuls 5 automoteurs sont réceptionnés. Les machines, assemblées à la hâte en mars, roulent déjà vers le saillant de Koursk. Nous sommes en mai 1943. Leur destination, l'enfer. Le premier à les recevoir est le 1541e régiment d'artillerie automotrice lourde. Son commandant, le major de la garde Sankovski. Une unité formée à la va-vite, jetée vers la plus grande concentration blindée de l'histoire. Sur le papier, la structure du régiment est précise. 12 véhicules en 3 batteries, plus un unique char de commandement KV-1. Mais le régiment est transféré d'urgence, incomplet. Le vrombissement lourd des moteurs de plusieurs tonnes soulève des nuages de poussière sur la marche. Au total, 24 Su-152 sont bientôt concentrés sur ce front. Le 5 juillet, l'offensive allemande est lancée. Un déluge d'acier. Le régiment de Sankovski attend son heure. Le 8 juillet, ses automoteurs engagent le combat. Le 8 juillet, le feu s'ouvre. Et les faits dépassent l'entendement. Pour les deux camps. Un obus explosif de 152 mm, 43 kg d'acier. Il percute le blindage. L'onde de choc traverse le métal. À l'intérieur, la paroi explose en un torrent d'éclats incandescents. Pourquoi les équipages allemands mouraient-ils alors que le blindage était parfaitement intact? L'onde de choc arrachait ces fragments brûlants directement des murs internes du char. Même sans pénétration, l'équipage était déchiqueté. Le choc bloque la tourelle, les chenilles se brisent, les optiques volent en éclats. Un coup près de la couronne de tourelle et la masse de 11 tonnes du Tigre est arrachée. Un grincement de métal assourdissant. La tour s'écrase lourdement au sol. Le Su-152 n'avait même pas besoin d'obus perforants. Son énergie cinétique brute suffisait. Dans une seule bataille, le major Sankovski détruit personnellement 10 chars allemands. Il reçoit le titre de héros de l'Union soviétique. Sur le champ de bataille de Koursk, l'automoteur gagne son surnom, Zveroboy, le tueur de fauves. Ce fut la première et unique désignation d'honneur accordée à un modèle spécifique de blindé pour les résultats d'une seule bataille. Le triomphe se propage dans les journaux soviétiques. Mais dans les dossiers des archives centrales du ministère de la Défense, le Tsamo, cette victoire a un autre visage. La légende se fissure. Les historiens, comme Yuri Pacholok, révèlent une dissonance. Les rapports de l'époque parlent de Ferdinand détruit. Pourtant, aucun Ferdinand n'a combattu sur ce secteur. Les 7 tigres revendiqués? Un seul tigre a été documenté perdu. Frappé par un obus de 85 mm, pas par un Su-152. La réalité est plus simple et plus brute. Les véritables cibles étaient des Panzer IV, des chars moyens. Dans la fumée de la bataille, à longue distance, une simple modification changeait tout. Des écrans de blindage espacés, les Schuurtsen, déformaient leurs silhouettes, les faisant ressembler à des prédateurs bien plus lourds. Une erreur de perception. Le surnom « tueur de fauves » fut donc gagné en combattant principalement des machines de 24 tonnes. Le véritable ennemi n'était pas le blindage allemand. Dès mars 1943, pour les équipages soviétiques, l'ennemi était le métal sous leurs pieds. Pourquoi arrêter la production après seulement 10 mois? Les machines se désintégraient littéralement, déchirées par une charge monstrueuse. Les mécaniciens de campagne se glissent sous la caisse. Leurs doigts tracent les fissures fatales sur le châssis usé jusqu'à la corde. Une soudure hâtive, une prière, et le retour au combat. Le moteur ne vrombissait pas, il hurlait, un grincement constant de métal qui proteste contre sa propre existence. Tcheliabinsk a livré environ 670 véhicules, une goutte d'eau dans l'océan. Surtout face aux dizaines de milliers de T-34 qui sortaient des chaînes. Les pertes s'accumulaient, les renforts se tarissaient. Et en décembre 1943, la chaîne de montage s'est arrêtée net. Le châssis était obsolète. Mais le canon et le concept, eux, survivaient. La production fut transférée sur la base du nouveau char lourd IS. Pendant que l'ingénierie sauvait le concept, la réalité du front imposait ses propres règles. Des règles effrayantes,
formalisé par une nouvelle directive. L'ordre était clair, continuer à tirer sur les cibles déjà immobilisées, les achever, jusqu'à leur destruction complète. La raison de cet acharnement se trouvait sur le front de Koursk. Une machine allemande massive, le Ferdinand. Un obus explosif tuait son équipage par le souffle. Mais la machine, elle, survivait. L'attente. Un Ferdinand touché est une victoire. La réalité. La nuit, les Allemands l'évacuent, y placent un nouvel équipage et au matin, ils tuent de nouveau. L'arithmétique du combat devenait brutale. 20 obus dans leur atelier, c'est tout. 1 minute et demie de rechargement entre chaque tir, dans l'odeur âcre de la poudre qui emplissait la cabine exiguë. Chaque obus dépensé pour achever un tank était un obus manquant pour affronter le suivant. Le calcul était simple, impitoyable. Une cible, 3 impacts. Après une seule victoire, il ne restait plus que 17 obus. Chaque obus gaspillé rappelait la nature même de cette machine. Un compromis aveugle, une solution de fortune. À l'intérieur, la chaleur étouffante. Une boîte en acier assemblée à la hâte. Juste derrière le dos de l'équipage, les réservoirs de carburant. Une simple étincelle, et c'était la fin. Les périscopes offraient des angles morts mortels, des zones d'ombre où l'ennemi attendait. C'était le prix à payer. Le triomphe de l'ingénierie à l'arrière devenait un risque quotidien de brûler vif sur le front. 20 jours, c'est le temps qu'il a fallu pour créer les plans. C'était moins que la formation de base d'un seul mécanicien conducteur. L'homme dont la vie dépendait de ces schémas dessinés en urgence. L'ingénieur Kotin n'a pas attendu un nouveau châssis. Petrov n'a pas conçu un nouveau canon. Et Troyanov a simplifié le projet à l'extrême, éliminant tout ce qui n'était pas vital. La logique n'était pas de construire une arme parfaite, mais une arme disponible, immédiatement. Un obus de 43 kg, un canon dont l'ancêtre avait connu la Première Guerre mondiale. Ils ont fusionné la coque d'un char dépassé et le canon d'une autre époque en un seul mécanisme. Cette solution d'urgence, née en 20 jours, a survécu à ses créateurs. Elle a atteint Berlin sous la forme d'un nouveau modèle, l'ISU 152. 1885 exemplaires produits, plus de 3000, toutes versions confondues. La machine est restée en service dans l'armée soviétique jusqu'aux années 70. 1986, Tchernobyl. Le blindage lourd, conçu pour tuer des chars, devient la seule protection contre un ennemi invisible, la radiation. L'ISU 152, transformé en bulldozer blindé, s'avance vers le réacteur détruit. Sa lame pousse des débris radioactifs. À l'intérieur, des liquidateurs sont protégés par des centimètres d'acier de la Seconde Guerre mondiale. 2001, Afghanistan. Dans les montagnes, l'écho d'un tir d'obusier résonne contre la roche. Ce n'est pas un canon automoteur. C'est l'obusier ML-20, tracté, l'ancêtre, 91 ans. C'est le temps qui sépare les plans des ingénieurs français et ces derniers tirent dans les montagnes afghanes. Aujourd'hui, une machine est exposée à Kubinka. Sur le même polygone de tir où, au printemps 1943, un obus de 152 mm a arraché la tourelle d'un Tigre. Seuls 4 Su-152 originaux ont survécu. Où ces canons automoteurs fatigués ont-ils livré leur dernier combat? Pas dans les forêts d'Allemagne, mais dans les sables d'Égypte, 24 ans plus tard. En 1967, durant la guerre des 6 jours, des Su-152 égyptiens affrontent des blindés modernes. Une tragédie technologique. Des machines conçues pour les percées de la Seconde Guerre mondiale, jetées contre des chars d'une autre génération. L'écho d'un conflit terminé. Mais avant cet épilogue, leur véritable chemin s'est achevé bien plus tôt. Après Koursk, les survivants continuent le combat. Le printemps 1944, ils libèrent Simferopol. L'été, c'est l'opération Bagration. C'est là, paradoxalement, que le Su-152 accomplit enfin sa mission d'origine, pulvériser les fortifications de campagne allemandes lors d'une percée. À leur côté, déjà, leurs successeurs, les ISU-152. Les derniers exemplaires originaux s'éteignent ensuite en silence. Des véhicules isolés, sur le front de la Baltique et en Prusse orientale. Des machines usées, à bout de souffle, qui terminent la guerre dans l'ombre. Après la victoire, les châssis survivants furent retirés du service, puis vendus.